Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Vous êtes à l'écoute des programmes d'Ifriqiya FM. Nous nous retrouvons pour un brassage africain du monde de l'architecture. Des similitudes dans la démarche architecturale, des traditions en partage, une présentation des valeurs d'édification de nos maisons. Pour en parler, j'accueille Barli El Hadj Mohamed, architecte, maître de conférences, formateur. Héritage substantiel. Nos maisons nous rassemblent et nous ressemblent. Héritage substantiel avec Barli El Hadj Mohamed, Ifriqiya FM, la voix africaine. Penser nos murs, quelles normes selon vous? Penser nos murs, c'est-à-dire réfléchir sur comment habiter d'abord en fonction du contexte, en fonction de l'environnement. Notre pays est à 90%, peut-être plus, désertique, c'est-à-dire on n'a que la partie nord qui a un climat plus ou moins modéré, et puis nous avons une grande partie où la sécheresse, où le soleil, la chaleur fait que l'habitant a appris avec l'histoire de se protéger justement de cette chaleur aride. C'est l'architecte afro-méditerranéen qui parle. Architecte, oui, je disais maître de conférence. Architecte en profession libérale. On a appris à travailler avec l'environnement, c'est-à-dire que en réalité l'architecture est obligatoirement, on doit travailler dans le contexte. Donc contextualiser le travail de l'architecture en général et de l'habitat en particulier. Aujourd'hui, si on parle un petit peu de l'architecture africaine, on va passer nécessairement par les villes phares, les villes de Gherdaya, Timimoun, où il y a un certain nombre de monuments historiques, qui sont les Rsar, qui datent de plusieurs siècles. Parler aussi, à l'époque, avant la notion même de l'architecture, il y avait donc une construction, une autoconstruction par les habitants eux-mêmes, avec les matériaux locaux et avec les moyens locaux. Donc il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui, aujourd'hui au nord, avec la technologie, avec les nouveaux matériaux, etc. Je pense que même aujourd'hui, avec le mouvement écologique et le mouvement mondial, qui a pour donc objectif de faire de notre vie de tous les jours, de notre vie sociale, économique et politique, l'économie d'énergie et le brassage des populations et mettre les populations entre eux pour produire quelque chose contextuel dans l'environnement. Donc l'architecture aujourd'hui, qui respecte l'environnement, c'est une architecture d'abord contextualisée, c'est-à-dire on utilise les moyens de bord. Donc, utiliser les matériaux locaux, utiliser la main-d'œuvre locale et essayer de travailler pour économiser l'énergie. L'énergie, bien entendu, on a deux choses qui consomment l'énergie, c'est la climatisation et la ventilation et le chauffage. Admettons que je vienne vous voir pour une commande de construction. Est-ce que vous allez utiliser ces techniques anciennes? Est-ce que vous allez me les proposer? La grande problématique, c'est que nous avons un pays très vaste. Aujourd'hui, on est 58 wilayas. Les 10 dernières wilayas inventoriées sont du côté du sud, de l'extrême sud. Donc, Bojdi Mokhtar, Timimoun, qui est devenu une wilaya, etc. Donc, c'est des wilayas où l'environnement et le climat, c'est un climat aride. Et donc, on est obligé de contextualiser. Ça n'a pas de sens d'édifier des immeubles en verre dans un environnement où il y a 50 degrés à l'ombre. Moi, ce qui m'a un petit peu ébranlé, c'est où il y a les grands tsars et puis il y a la terre ocre
qu'on utilise dans les maisons avec de la paille et en mélangeant de l'argile. Qui fait corps avec l'environnement. Oui. J'ai été un peu déstabilisé en voyant des constructions en béton avec de l'ourdi en ciment. Mais j'ai vu les maisons justement en terre mitoyennes avec le béton armé, alors que on a un matériau gratuit au sol qui est l'argile ocre. Il y a une chose qui est importante aussi à souligner, c'est que l'architecture du Sud, elle est très recherchée par le tourisme international. C'est-à-dire que l'étranger aujourd'hui, le touriste, vient pour voir et pour vivre dans un environnement qu'il ne connaît pas, dans le monde occidental. Il est plus naturel, plus logique sur le plan économique et culturel de construire et de donner une charte urbaine au moment où on construit un projet, on réfléchit un projet dans cet environnement où il y a de l'argile ocre, que de ne travailler qu'avec ce matériau noble. Non seulement il y a une main-d'œuvre qualifiée, parce qu'elle a appris sur le tas depuis des centaines d'années, et quand aujourd'hui on importe et on ramène un matériau qui est le béton armé dans un climat très aride et très chaud, on sait que le béton résiste mal dans les écarts de température, parce que au sud, vous avez une journée très chaude et la nuit très froide. Donc cet écart de température n'est pas conseillé pour le matériau qui est le béton armé ou l'acier. C'est la même chose pour la pierre. Enfin, dans l'histoire, on construisait des maisons en pierre, et aujourd'hui, on fait la même chose. On donne la possibilité aux habitants d'utiliser le béton armé et l'ourdi. D'abord sur le plan environnement, c'est-à-dire sur le plan visuel, nous avons une petite destruction visuelle. Donc il y a une chose à travailler, enfin il y a un travail à faire dans ce sens-là. J'ai remarqué que vous avez un compte sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram, où vous publiez sur l'architecture africaine. Il y a un architecte qui s'est distingué dernièrement, enfin en 2022. Il a eu justement l'équivalent du prix Nobel en architecture qui est le prix Pritzker. C'est Francis Kéré, c'est un burkinabé, il est allemand et burkinabé en même temps. Alors sur sa démarche, il a eu un bac à 30 ans, parce qu'il travaillait charpentier au Burkina Faso, et donc il n'a pas fait des études poussées, mais il était très curieux de la matière. Donc il a travaillé le bois, et puis à un moment donné, il a eu une bourse en Allemagne, il est parti à Berlin, et il a fait des études d'architecture. Et donc il est sorti je pense qu'à l'âge de 34 ans ou 35 ans, et puis il a commencé à travailler. Et la première idée qu'il a eue, c'est de revenir à son village qui est Gondo, en Burkina, il est à quelques kilomètres de la capitale, de revenir avec ses propres moyens. Et avec ses propres moyens, il a financé une école, parce que lui, il avait un problème, dans son village, n'avait pas d'école, donc il y avait un problème d'éducation. Donc il est revenu dans son village natal, en construisant avec ses moyens, et les moyens qu'il a pu ramener dans son association, il a créé une association, et il a construit son premier projet. L'art africain est d'abord dans le cœur, et dans la tête, et dans le ventre, et dans le pouls de l'artiste africain. L'art africain n'est pas manière de faire, c'est d'abord une manière d'être. L'architecture, une réflexion philosophique, sociale et scientifique. Les arts en toutes lettres, avec Diébedo, Francis Kéré, prix Pritzker 2022 de l'architecture. Ifriqiya FM, la voix africaine. Il faut bâtir sur l'Afrique. C'est l'avenir. L'architecture étant un métier universel, je m'enrichis beaucoup en apprenant à travers le monde, en découvrant ce que a été fait en Europe avant l'ère industrielle. Je puise dans cette expérience-là pour essayer d'adapter une architecture aux conditions où il fait très chaud. Mais on a beaucoup de ressources, on a des matières, par exemple la terre, on a aussi du bois. Et on a une main-d'œuvre là qui a du talent si on sait guider cette main-d'œuvre. Et j'essaie de combiner tout cela pour créer des espaces qui offrent un confort pour tous les usages que vous pouvez vous imaginer. Aujourd'hui, dans le monde entier, on parle de participation. Mais moi, je me suis basé sur des faits réels au Burkina, c'est-à-dire le soutien social, le tissu social. Effectivement, vous ne bâtissez pas tout seul dans un village burkinabé. Les gens vont venir vous aider. Mais comme il s'agissait de l'école, tout le monde est venu nous aider. Au fait, ce que je faisais, c'était un repas à midi. Ce que j'ai donné aux villageois, c'était essayer de contribuer avec une compensation de leur effort
Alors c'est un travail dur. Et si vous faites des briques de PTC, bientôt vous allez avoir des muscles, mais vous dépensez de l'énergie. Et c'est ça qu'il a fallu. Il y avait une cohésion sociale très forte et autour du projet. L'idée, c'est de construire un atelier, mais en même temps un logement, en utilisant ce qu'on a sur place, de la terre, mais pas le BTC, le bloc de terre comprimé, de la terre crue pour faire une structure qui se rapproche plutôt de l'habitat traditionnel, la case ronde. Je me suis dit, si jamais on se met à travailler sur la structure traditionnelle, on va pas reproduire la case ronde qui a un diamètre au maximum de 5 mètres. Mais on essaie de se rapprocher de ça en partant sur 3 éléments, c'est-à-dire 3 cases rondes. On a déterminé l'espace, le négatif, et on a dit c'est la cour habitée qu'on va reproduire. On va habiter à l'intérieur d'une structure recouverte, mais à l'intérieur de cette structure même, il y a une cour ouverte aussi. Et là, on peut se retrouver le soir et causer. C'est aussi un atelier où on va stocker du matériel, mais où aussi on va continuer à travailler, à développer les idées que vous voyez. C'est-à-dire, sur quoi je suis assis ici, c'est du béton de terre. Voilà, personne ne l'a fait jusque-là. Ce n'est pas du paysé. J'ai coulé la terre comme du béton. J'ai démarré sans beaucoup réfléchir, mais je constate aujourd'hui que s'il faut un développement économique dans les zones rurales, il faut que nous prenions cette initiative nous-mêmes. Cette tradition, si elle doit survivre, doit faire un pas en avant. Le projet est devenu en quelque sorte générateur de revenus pour la population, ce qui est bien, mais pour l'avouer, je n'avais jamais pensé aussi loin. Pour garantir la qualité du projet, parce que j'ai un devoir devant tout le monde, ceux qui estiment mon travail, j'ai un devoir, mais aussi je cours pour chercher des sponsors, voilà, pour que ce projet continue. L'école primaire que j'ai construite dans mon village, qui a aidé à créer plus de visibilité sur mon travail. Maintenant, quand on parle de concept, ce qui compte pour moi, c'est d'abord le site. Je sais que les Burkinabés comprendront ce que je vais dire. Il faut essayer de cerner l'esprit du lieu. L'esprit a un lieu. Le lieu a un esprit. Il faut capter l'esprit du lieu. Il faut aller regarder qu'est-ce qui est faisable. Il faut penser aux conditions climatiques du lieu. Il faut penser à ce qui existe. Et aujourd'hui, je vais plus loin. Il faut penser aux matériaux. Qu'est-ce qu'il y a de plus abondant sur place? Qu'est-ce que les gens savent faire, très bien faire? Il faut les consulter. Quelqu'un qui connaît bien un lieu, quelqu'un qui vit dans un environnement donné, ne bâtira pas une maison qui sera emportée par l'eau. Parce que même si actuellement il n'y a pas une rivière là-bas que vous ne voyez pas, mais dans la pensée des autochtones, il y a cette cumulation de l'histoire qui vous permet de suivre les règles et de tout faire pour que ça tienne. C'est une recherche scientifique. Traduisons ça comme ça. C'est-à-dire, il faut tenir compte de beaucoup d'aspects. Un bâtiment en terre ne résiste pas à une saison pluvieuse. Ils m'ont dit clairement que les gens, quand tu as dit que tu vas utiliser de la terre, on t'a pas cru, et on a cru que c'est les Allemands t'ont fait un lavage de cerveau. Ils ne veulent pas que nous nous développons, ils veulent qu'on reste dans la terre. Ça m'a fait savoir que l'impossible était possible. Ça m'a fait savoir qu'on peut creuser dans un village caché au Burkina et trouver de la lumière. Vous comprenez? C'est ce qui m'est arrivé. Et donc, petit à petit, on a commencé à m'appeler. Si j'avais construit mes 1000 écoles en Allemagne, personne n'allait savoir qui je suis. Nous ne pouvons pas continuer à utiliser des matériaux qui contribuent au réchauffement climatique. La nécessité du temps, c'est à l'économie, c'est à l'élaboration de solutions qui permettent de loger des masses sans consommer trop et sans causer de tort à l'environnement. Les décideurs et les concepteurs doivent se rendre conscients que nous ne pouvons pas continuer à faire comme on est habitué à le faire. Pour l'Assemblée nationale du Bénin, l'idée principale, c'est de créer un gigantesque arbre à palabres, comme le symbole de lieu de rencontre, de débat, de dispute. Et d'ailleurs, il est intégré dans une forêt botanique qui existait depuis très longtemps et qui a été préservée. Et cet arbre, l'arbre à palabres, qui sera l'Assemblée nationale, sera le plus grand arbre dans cette forêt botanique. Mais autour de cette idée symbolique, il y a des idées réelles qui vont permettre de réduire la consommation en énergie. Par exemple, au sein de l'Assemblée nationale, il y a une cour où les députés
où tous ceux qui travailleront dans cette Assemblée nationale se rencontreront. Mais pour l'enveloppe du bâtiment, j'ai choisi de prendre du béton. C'est quand même une bâtisse qui est censée durer, je l'espère bien, des siècles. Donc j'ai choisi de colorer le béton en fond, dans la masse. J'ai essayé de créer un bâtiment qui va perdurer dans le temps, qui consommera moins d'énergie, mais qui est un symbole même du débat dans la tradition africaine. Ce que je souhaite, c'est que beaucoup plus de jeunes deviennent conscients que c'est à nous de bâtir le village et pas à l'étranger. Je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Ifriqiya FM, votre émission Brassage qui accueille Barli El Hadj Mohamed dans son héritage substantiel. Il est architecte et nous avons écouté ensemble les propos de Diébédo Francis Kéré. Prix Pritzker 2022. Il a eu déjà plusieurs prix en 2010, en 2021, le dernier en 2022, peut-être un autre. Avant le prix Pritzker en 2022, il a eu des prix européens. Oui. Il a eu le prix Aga Khan en 2020, je pense. Juste après le Pritzker, il a eu d'autres prix en 2023. Je ne prends pas le prix comme référence. Oui. C'est-à-dire, je regarde, ça me donne le droit de regarder son travail. Son travail et surtout sa démarche philosophique. Et je pense que l'architecte doit avoir des principes, comme tout artiste. Alors les principes d'architecture sont simples. L'architecte doit concevoir un toit pour l'habitant. Ce toit doit être en relation très forte avec l'environnement du toit et l'habitant. L'environnement du toit, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que dans son village, il a d'abord des habitants qui sont pas très riches, donc qui n'ont pas les moyens d'avoir de gros projets, d'acheter de gros matériaux qui coûtent cher, n'ont pas les moyens de faire de grands espaces, n'ont pas les moyens d'avoir une centrale de climatisation, n'ont pas les moyens d'avoir une grande chaufferie. Et donc, en réalité, l'architecte, quel que soit le projet et quel que soit l'environnement, son objectif, c'est de faire un projet où on a un minimum de consommation d'énergie, un minimum de consommation de matériaux chers et un minimum de gestion fonctionnelle du projet. C'est-à-dire un projet qui doit être simple à gérer, durable dans le temps. Parce que si on fait un projet avec un matériau qui peut s'effriter à la moindre pluie, on n'a rien fait. Donc la grande difficulté est de choisir un matériau qui existe dans l'environnement immédiat, localement, et lui donner une technologie protectrice contre la chaleur, la pluie, et une durabilité. Une durabilité sur le plan du climat et de la résistance physique, une durabilité sur le plan social, il faudrait qu'il soit accepté par les habitants. J'ai écouté tout à l'heure Francis Kéré qui parlait d'une sorte de patio. Et ce patio, on le retrouve aussi chez nous dans la Casbah, voilà. Oui, il a parlé du patio parce que, bien entendu, le patio, quel que soit le patio de notre Casbah, Alger, ou le patio de la ville de Rabdaya, ou le patio qui existe en Andalousie, ou au Portugal. C'est-à-dire le patio, c'est un espace introverti parce que il facilite la ventilation de l'espace. Le cas particulier de notre Casbah, c'est que nous avons une construction vernaculaire où la rue, dans la définition occidentale, n'existe pas. Là, on parle d'une rue qui fait 3 mètres à 4 mètres de large. Et donc, c'est une rue sinueuse qui n'est pas un angle droit. Et dans ce cas-là, quand on n'a pas assez d'espace dans la voie publique, à l'extérieur, dans la ville, donc la ville de Casbah, on se le crée à l'intérieur. Et c'est une obligation, d'abord fonctionnelle. Ensuite, c'est une obligation environnementale. Et sociale. Et sociale, et intimité, etc. Quand on n'a pas de façade d'éclairage, on est obligé d'avoir une grande façade en patio pour éclairer et ventiler tous les espaces qui sont à l'intérieur. Lui, il a utilisé, mais pas que. Kéré, il a utilisé d'abord la matière qui est la terre crue et la terre cuite. Donc vous avez la terre crue qui existe chez nous, déjà à Timimoun, et vous avez la terre cuite. La terre cuite qui existe à la Casbah. C'est-à-dire que, depuis Rome, depuis les Romains et les Grecs, la brique est fabriquée, empilée. Et puis vous avez le joint, vous avez le mortier qui colle une brique avec une brique. Nous, on utilisait la chaux. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, à la Casbah, vous avez une charte, vous avez un cahier des charges. Au moment où, si vous voulez construire à la Casbah, nous devons construire comme on construisait à l'époque. Et c'est ça la grande difficulté, parce que en mettant sur le marché de nouveaux matériaux, une nouvelle mode de construction, les personnes qui travaillaient la brique, que ce soit la brique cuite ou la brique non cuite,
ont disparu. Ce réflexe de travail, cette main-d'œuvre qualifiée a disparu. Elle a disparu à Timimoun, elle a disparu à Boussaïda, elle a disparu à la Casbah aussi. Et en Afrique? En Afrique, non, parce que... C'est-à-dire le reste de l'Afrique? Le reste de l'Afrique, nous, parce que l'Algérie a bien sûr investi dans la technologie, dans le béton, dans les ouvrages d'art. C'est-à-dire, il y a des secteurs d'activité du bâtiment qui n'ont rien à envier à l'Europe. Mais paradoxalement, cette technologie, cette modernité, nous a éloigné des fondamentaux de la construction vernaculaire. Quand on voit par exemple les constructions en Afrique du Sud, à Ndébélé, il y a toujours ces édifices anciens qui rentrent dans l'histoire, dans le patrimoine matériel. Par contre, un peu plus loin, vous avez des grands immeubles. Est-ce que c'est une forme de cohabitation entre l'ancien et le moderne? Alors là, vous posez un problème fondamental. Le rôle de l'architecte et de l'architecture pour passer de la tradition à la modernité. Bon, ça c'est une problématique qui n'est pas spécifique qu'à l'architecture puisqu'elle est problématique en sculpture, en peinture, elle est problématique en musique, en art culinaire. Le passage, comment garder et protéger notre tradition tout en faisant un pas vers la modernité. Et c'est ça la grande difficulté. Pour ce qui est de cette problématique de la tradition à la modernité, et en architecture en particulier, on peut aller vers Gherdaya par exemple, ou Timimoun, et de voir cette partie africaine, ou Gherdaya par exemple, le centre névralgique, c'est-à-dire le centre qui est connu dans le monde entier. C'est le centre historique, et donc c'est le centre vernaculaire. Toute la périphérie n'est pas vue, parce que la périphérie a été construite, n'a rien à voir avec le noyau historique de Gherdaya. Et quand on voit en vue d'avion, par exemple, Gherdaya, le noyau historique, c'est quelque chose d'organique, c'est quelque chose de beau, sans savoir comment est venue cette beauté. Et quand on voit l'histoire de la construction de Gherdaya, pour revenir à cette dichotomie, à cette ambivalence tradition et modernité, il y a des pays africains, mitoyens avec l'Algérie ou un peu plus loin, qui ont construit par exemple des espaces de culte, des mosquées, avec des techniques toujours traditionnelles de la brique de terre. Ils ont introduit des éléments en bois à l'intérieur de cette structure pour faire que cette terre, que ce matériau soit armé. C'est comme l'équivalent du béton armé. Ce sont comme des marches d'escalier pour pouvoir nettoyer. Voilà, exactement. Chaque année. Donc il y a des morceaux de bois qui sont incrustés à l'intérieur et enchevêtrés. C'est comme un chaînage qui fait que le matériau, la terre, est armé. Et donc elle est plus solide et on peut aller en hauteur encore plus. Parce qu'en brique de terre non armée, on peut pas aller en hauteur très importante. Vous êtes en rez-de-chaussée et éventuellement un petit étage, mais pas plus. Pas plus. Parce que pour des raisons sismiques. Donc on a ils ont inventé un chaînage en bois à l'intérieur de ce matériau qui est l'argile, au niveau des angles et au niveau des façades et de l'enveloppe, ce qui a permis à cette architecture de se développer. Formellement, on peut avoir une liberté formelle à cause de cette flexion et rigidité du matériau armé, et on a une richesse formelle sur le plan de l'extérieur et même sur le plan de l'intérieur. Merci beaucoup Barli El Hadj Mohamed. Il nous reste encore 3 petites minutes. Oui. Je pense que ce qu'il faut encourager, et je parle aussi des personnes qui sont responsables dans le secteur de la construction, le secteur de l'architecture, il faut qu'on revienne à une construction contextualisée et d'enrichir et d'encourager les personnes qui, par exemple, qui veulent faire de la production de briques de terre, de les encourager. Il y a plein de jeunes de talent. Les jeunes qui veulent travailler dans leur contexte. En Allemagne, il y a un laboratoire qui a réussi justement avec monsieur Francis Kéré, parce que Kéré, il est très, très dynamique. Donc, en Allemagne, avec un laboratoire allemand, il a essayé de faire une recherche pour faire des matériaux à base de sable. Vous imaginez le sable qu'on a, les quantités de sable. Je pense que il y a un travail aussi dans nos universités. Nos universités doivent travailler pour le projet de fin d'études et pour les laboratoires de recherche, avoir une recherche contextualisée. C'est-à-dire, en réalité, nos universités aujourd'hui sont dans l'utopie urbaine, dans l'utopie de l'architecture. Il faudrait qu'on revienne un petit peu à nos valeurs et dire que nos universités et nos écoles doivent travailler pour solutionner nos problèmes sur terrain. Et les problèmes sur terrain, ils sont là. Voilà, c'était Brassage, votre rendez-vous hebdomadaire en compagnie de Barli El Hadj Mohamed, architecte, à propos de l'architecture sur notre continent l'Afrique, avec l'intervention de Diébédo Francis Kéré, prix Pritzker 2022. À la semaine prochaine. Ifriqiya FM, les voix africaines.